Et bonjour tout le monde, c'est Olivier Turcotte pour SFTV et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent parce qu'il y avait le Grand Prix de F1, premier Grand Prix de la saison en Australie cette nuit, donc on va en profiter pour faire un petit review de ce Grand Prix là. Là vous allez dire peut-être ok là Olivier se prend pour un David Lynch cheap en français, oui. On va le dire comme ça. Donc voilà, vous voyez ma face un petit peu. Pour ceux qui connaissent un peu, me connaissent un peu sur Twitch, eh bien vous voyez mon background assez standard avec la même que vous voyez d'habitude sur Twitch, avec un petit peu plus de traînage là. Ça fait partie de la game malheureusement, on appelle ça un gars qui habite tout seul chez lui. Donc voilà, assez de plaisanterie. Maintenant on va en profiter, je vais commencer par parler de plusieurs choses. Après ça on va parler du départ, on va parler de tout ce qui s'est passé alentour. Évidemment, on va faire un petit peu un petit segment Homer, le segment où je deviens un fanboy de Lance Stroll pour faire taire ses détracteurs. Et également, je veux parler également de Antonio Giovinazzi. Ça, sérieusement, on va revenir un petit peu plus en détail sur lui tout à l'heure. Mais d'abord, je veux parler du départ. Première chose à mentionner, en fait, on avait tenu un petit pari entre amis, savoir quelle est la boule de quai cette année au premier virage. C'est une tradition assez vivante à Melbourne. Et personne. Personne. Un départ super clean. Seul incident, évidemment, ceux qui ont vu la course vont pouvoir le dire. Daniel Ricciardo, un peu dommage par contre, ce qui est arrivé. Va un petit peu large. Sort juste là où il y a une petite patch d'asphalte qui ressort. Et prend ça, l'aileron avant fini, voilà, c'est terminé pour lui. Ah, et aussi Robert Kubica, lui c'était un peu plus douteux par contre, on aurait... Pour vrai, je veux dire, on voit la fragilité de la Williams, là, on en parlait un petit peu, il n'y a pas de partie de rechange ou de pièces de rechange, il y en avait quelques-unes, mais pas beaucoup. Et bien voilà, on l'a vu, je pense qu'on en avait besoin, là. Je veux dire, l'aileron avant qui se détache comme ça, oui, il a pris un peu le gazon, mais à un moment donné, c'est pas supposé arriver avec une F1 2019, là, je le dis de même. Donc, voilà, deux incidents au départ. Ensuite, l'autre chose à mentionner au départ, évidemment, le départ totalement raté de Lewis Hamilton. Ça, un peu surprenant, il avait dominé la qualification, ok, ça va me dire par un dixième par rapport à Bottas, son coéquipier, qui d'ailleurs, excellente course. On va y revenir un petit peu plus tard, mais vraiment, première course de la saison, Bottas, il n'y a rien à dire contre. Évidemment, pour ce qui est d'Hamilton, donc départ totalement raté, Bottas qui le prend au premier virage, et ça aurait pu être plus loin, je veux dire, Vettel avait la vitesse, puis, enfin, Vettel, non, c'est pas vrai, plutôt Leclerc avait la vitesse, Verstappen, départ correct. Sans plus, en fait, ça en est bien sorti parce que il y a un certain Vettel qui a décidé de pas laisser passer Leclerc au premier virage. Donc, puis Leclerc avait la vitesse, je veux dire, il allait chercher par l'extérieur. Je veux dire, on voit que ceux qui ont fait de la F2, de la F3 dans les dernières années, les départs, là, s'en sortent super bien. L'autre que je veux mentionner, Lance Stroll qui passe de 16 à 13 en 3 virages. Je veux dire, c'est un peu plus laborieux au départ, là, après ça, voilà, il arrive après 3 virages. Ah, déjà derrière son coéquipier qui a un départ laborieux, Sergio Perez. Donc, en partant, déjà, on voit la différence ici. Il y a vraiment eu donc plusieurs histoires à travers ça. Bien sûr, Ricardo et Kubica ont dû arrêter au puits. Ils sont ramassés à une minute de retard chacun. Là, on se disait, ok, pas si pire. S'ils peuvent garder un certain rythme quand même, ce sera pas la fin du monde. Par contre, on voit rapidement Kubica, bon, il était à une minute, les deux étaient à une minute. Il tombe rapidement à une minute 10, une minute 20. Bon, ok, on se fait prendre un tour. Voilà, c'est arrivé. Finalement, Williams retire la voiture. Même chose pour Ricardo. Je pense que Ricardo, en fait, on a même atteint au niveau du diffuseur. Au niveau des... on appelle des barge boards, donc les sur le côté en plus. Donc, on atteint plusieurs éléments aérodynamiques. C'est sûr que la voiture tient plus aussi bien qu'avant. Et on peut pas changer ça pendant la course, là, ça se fait pas. Oui, l'aileron avant, l'aileron arrière, ça peut se faire, là, mais même encore l'aileron arrière, c'est moins possible. Mais après ça, oubliez ça. Là, je veux dire. Donc, on a décidé d'abandonner de son côté. Un peu dommage, par contre. Première course de l'ère Renault pour Ricardo. Un peu triste. On a besoin de café, il est rendu midi. J'ai regardé la course jusqu'à 3h du matin. Donc voilà. C'est ce que ça donne, malheureusement. Maintenant, ensuite, un peu plus tard, Bottas qui fait tour rapide par-dessus tour rapide. Vraiment, ça va super bien. L'autre partie un peu surprenante, Verstappen qui réussit à rester dans le rythme. Ça, par contre, je pense pas que personne la voyait venir avec Honda. Surtout en plus avec son coéquipier Gasly, là, on voyait dans le trafic qu'il y avait de la misère à suivre, il y avait de la misère à aller chercher. Et d'ailleurs, c'est un peu l'histoire de la course. Vraiment, on a vu plusieurs locomotives, plusieurs trains se former au courant de la course. Ok, faut dire que Melbourne, en partant, c'est pas la piste... Albert Park, en fait, c'est pas la piste la plus
la plus propice au dépassement. Je veux dire, on a 3 zones de DRS, c'est pas pour rien. Là. Je veux dire, il a fallu en rajouter une parce que justement ça devenait trop problématique. Et on a eu plusieurs dépassements quand même. Ça a été une très belle course à ce niveau-là. Mais ça n'a pas été assez pour donner quelque chose d'assez intéressant selon moi à le moyen. Et je dirais au final, je veux dire, c'est un peu ça le seul bémol que je peux donner par rapport à cette course-là. Parce que sinon, c'était excitant, là, on va se le dire. Là, ça a été fantastique. D'ailleurs, plusieurs tentatives de dépassement qui ont été ratées, d'autres qui ont été très bien réussies par l'extérieur, même on en a vu un ou deux. Vraiment, c'était wow, la place vraiment pour dépasser, ça a été au virage numéro 3. C'est là que ça s'est fait pas mal au niveau de toute la course. Donc après la chicane, vous avez une autre ligne droite, et c'est en fait ces deux zones de DRS une après l'autre. Donc c'est sûr, dans ce cas-là, on est capable d'aller chercher justement l'avantage pour aller chercher le dépassement. Il faut juste bien sortir du virage, de la première chicane, virage 1 et 2. Si on réussit à bien sortir, ben voilà, on fait le dépassement. Avec le DRS, on n'a pas de limite, hein, c'est pas comme ceux qui nous suivent là, au sein du iRacing Open Wheel Challenge. On en a 8 par course en Formule Renault 3.5, bien là, il n'y en a pas de limite. C'est juste, on va être en derrière, une seconde derrière, si on y est, ben voilà, on a le droit au DRS. Et là, bien, on peut faire le dépassement. Et en plus, avec les gros ailerons, l'aileron arrière qui a été agrandi par rapport à l'année dernière, vous l'avez sûrement remarqué, même on le voit carrément. Je veux dire, les années d'avant, on le voyait le DRS, on voyait le flap là, qui faisait ça un peu. C'était pas si pire. Là, on le voit, tac, on le voit. Donc, vraiment, c'est assez flagrant et ça a fait une légère différence, je dirais. Mais encore là, pas assez pour d'autres choses. Surtout en plus, quand il y a des trains qui se formaient comme ça, je veux dire, l'autre personne avait le DRS, donc au final, ça s'annulait, à moins d'avoir le moteur extraordinaire. Et ça, il y a juste Mercedes qui a vraiment ça, donc on s'entend que c'est un peu plus compliqué là-dessus. Maintenant, ce que je disais également, donc, en plus de ça, il y a aussi tout le facteur Lance Stroll, je vais y revenir un petit peu. Donc Lance Stroll qui part de la 16e, qui finit quand même 9e. On a 2 points au classement, donc on commence très fort du côté Force India, de ce côté-là, du côté de l'ère Force India pour Lance Stroll. Beaucoup de critiques par rapport au fait que c'est un fils à papa, que papa a acheté une équipe pour faire plaisir à son enfant. Le gars du talent. Ok, ça fait 2 ans qu'on le disait. Je disais, Williams, là, sa 2e place à Bakou, là, c'était pas un freak occurrence, là, c'était mérité. Donc, de ce côté-là, vraiment, props à Lance Stroll. Ok, son coéquipier Perez a été ralenti par un certain Antonio Giovinazzi. Ça, on va revenir dans quelques instants parce que ça, faut en parler. Là, c'est. Ma réaction veut tout dire. Mais, pour revenir quand même à ça, Lance Stroll a fait une course très honnête, vraiment un départ, comme je dis, un départ canon. Il s'est ramassé en 13e. Après ça, la stratégie l'a aidé. Donc, voilà, je vais avancer un petit peu, fait quelques petits dépassements. Finalement, c'est ramassé à la sortie des puits, 10e. Gasly n'était pas arrêté. Gasly s'arrête au puits. L'avantage ressort devant Perez. Donc, on peut quand même aller chercher une certaine vitesse. Et là, bien voilà, il se ramasse juste derrière son coéquipier. Non, c'est pas vrai du tout. Derrière le conducteur de l'écurie B de Red Bull, donc Toro Rosso. Daniel Kvyat. Vous rappellerez la torpille russe. Qui d'ailleurs, assez intéressant, voilà, on savait qu'il attendait quelque chose à un moment donné. Je veux dire, on n'avait pas la torpille russe pour rien. On s'entend là-dessus. Là, il s'en va justement au virage numéro 3. Stroll. Ça pour vrai. Si vous doutiez du racecraft, excusez-moi l'anglicisme, là, on va trouver les termes francophones à un moment donné, je m'en excuse totalement. Donc, justement, si vous voulez voir comment Lance Stroll peut réussir son talent, pourquoi il est là justement, et là c'est pas en tant que fanboy, c'est vraiment au niveau technique de course, voilà, donc c'est ça le terme en français, je m'excuse. Donc, Lance Stroll, il voit que Kvyat arrive, il sait qu'il va faire quelque chose, donc voilà, il va prendre l'extérieur, donc va prendre la gauche, justement au virage numéro 3, et va laisser Kvyat juste rater son freinage. Va passer tout droit, il voit qu'il arrive là. Il laisse passer, lui il fait son virage comme si de rien n'était, continue. Finalement, c'est comment dealer avec les Three Namers sur iRacing. Ça vraiment, bravo. Ensuite, donc continue sa course très honnête. En fait, à un moment donné, même Kvyat revient derrière, continue à gérer le trafic, mais il sait que Raikkonen devant lui. Raikkonen est en dedans de 2 secondes à 1 seconde devant lui. Donc, pas tout à fait prêt pour le DRS, mais perd toujours à la même place. Je pense que c'est l'avant-dernier virage. C'est là qu'on voit que Raikkonen réussit à bien prendre le virage alors que Stroll semble avoir de la misère. Je sais pas pour quelle raison il y a de la difficulté, mais on voit toujours l'écart qui revient de point 2 à point 3 alors qu'il réussit à gagner cet écart-là sur le long du tour. Donc, déjà là, on voit qu'il y a certains problèmes. Je pense qu'il y a peut-être au niveau aussi du dirty air, au niveau de la traînée, ça va avoir de la difficulté. La Force India, ça va avoir un petit problème à ce niveau-là. Au niveau de... je dis Force India.
Je dis ça depuis le début, Racing Point, je m'en excuse la gang. Racing Point. Donc la voiture Racing Point qui semble avoir de la difficulté à aller chercher, à rouler dans le trafic. Ça, c'est une affaire qu'il va falloir vérifier. Puis c'est pas la seule voiture, mais me semble il y a un petit quelque chose par rapport à la Racing Point qui m'inquiète un petit peu à ce niveau-là, je vous dirais. Donc ça va être à surveiller pour de ce côté-là. Mais tout de même, une belle course très honnête. À la fin, on réussit à rattraper Hülkenberg, mais on s'entend que un peu trop tard, avec 5 tours à faire là, pour tenter quelque chose, surtout avec des pneus durs comme ça. C'est compliqué un petit peu. Mais on a quand même réussi à faire quelque chose. On a sauvé les positions. Et voilà, 2 points pour Racing Point. Je pense qu'on va le prendre, considérant la Perez. Donc ça veut dire 1-0 pour Perez en qualification et 1-0 pour Stroll en course. Voilà, donc Stroll qui est pas nécessairement reconnu pour son hot lapping, à part une fois à Monza. Là. Ça c'est un peu l'équivalent du une fois au chalet, mais pour la F1. Mais voilà, ça donne ce que ça donne. Donc quand même une belle performance pour Stroll aujourd'hui. Avant de passer donc au cas de Giovinazzi, je veux parler de Valtteri Bottas, qui a vraiment fait taire tous ses détracteurs du début à la fin. Vraiment, Bottas qui avait pas gagné une course depuis Abu Dhabi 2017. Et là, ça va gagner une course. De façon, pas juste gagner, là. Convaincante. 23 secondes devant Hamilton. Ça, est-ce que quelqu'un l'a vu venir? Je parie que personne qui me regarde présentement l'a vu venir. Honnêtement. Vraiment, Hamilton s'est fait déclasser du début à la fin par son coéquipier. Je sais pas si c'est le porridge qu'il a mangé ou quoi, là, mais... Wow, sérieusement, là, Valtteri Bottas, chapeau. Vraiment, tour sur tour, ça allait super bien. Oui, je t'ai mentionné un peu au début du reportage, au début du vidéo, je m'excuse. Mais vraiment, wow, on a bien réussi du côté de Bottas. Et j'espère que c'est un prélude pour ce qui vient à venir. Parce qu'on va avoir droit à une excellente saison si c'est le cas. Au moins un peu de bataille entre Mercedes. Déjà, ça va être intéressant à ce niveau-là. Également, justement, l'autre côté qu'il faut mentionner, c'est un peu la déconfiture de Hamilton. Là, vous allez me dire, ok, il a fini deuxième, mais... Une seconde devant Verstappen. Je veux dire, ouch. Et Vettel et Leclerc, en les nôtres, le Vettel qui a pas eu... En fait, les deux derniers champions là, qui courent encore, évidemment, on va oublier Rosberg, là, mais les deux derniers champions qui courent encore, qui ont la difficulté à Melbourne. Donc, là-dessus, on va regarder ça dans les prochaines semaines, là, ça c'est sûr, parce que c'est un peu bizarre ce qui se passe là. Également, il y a Verstappen, justement, 3ème place, vraiment. Le moteur Honda qui revient, premier podium depuis 2008. Il était temps. Il était réellement temps. Et ça, bien, j'en connais un là qui vient de gagner, qui a gagné vendredi au WEC à Sebring, qui doit pas aimer ça, bébé. Voir un Honda, on entend que Fernando Alonso, pour pas l'appeler par son nom complet, est un peu critiqué Honda dans les dernières années. Et là, de le voir Honda qui fait un podium, je veux dire, j'ai vu une photo justement des ingénieurs d'Honda qui vraiment, ouais, jubilaient. Et avec raison. Une 3ème place ici, là. Vraiment, wow. Et aucun moteur Honda qui a sauté. Ça, là, incroyable. Par contre, il y a un Renault qui a sauté. Ça, autre chose. On s'attendait pas à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive comme ça. Et là, on voit, oh, Carlos Sainz, abandon. Voilà, McLaren, encore une fois, qui doivent se mordre les doigts. Je veux dire, vraiment, là, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là, ça, c'est sûr. Et, donc, ensemble, on a eu 3 abandons durant la course. Ça veut dire que les Williams n'ont pas fini dernière, ça. Ça, wow! Même si c'est Kubica, on s'entend que c'est plus la bébé. Donc voilà, maintenant, dernière chose que je voulais parler avant de terminer ce reportage, cette vidéo YouTube, Antonio Giovinazzi. Vraiment, là, course de M. Je dirais pas le terme, là, mais... Qualifié, belle qualification. Ça, on va lui donner, c'était pas un problème. Je veux dire, oui, vient de la Formule 2. Donc, on s'entend qu'il y a des formules inférieures pour se prouver, il faut être un peu agressif. Ok, je peux comprendre. Mais là, je veux dire, Giovinazzi, il y a un peu certains problèmes, on va se le dire. Je veux dire, coller un début de course assez correct, pas trop de problème, ça bat, ok, fair game, pas de problème. Par contre, je veux dire, tu peux pas bloquer comme ça. Ça se fait pas. Et là, je m'explique, virage numéro 3, souvent le train qui se met derrière lui, c'est pas pour rien. Souvent, il y a quelqu'un qui a essayé de le dépasser.
changer de trajectoire limite avant le virage. Je veux dire, on reste techniquement dans le légal. Par contre, il va se faire sortir un jour. Et là, ben, ça va être de sa faute. Plate à dire, mais c'est pas en coursant comme ça qu'on réussit à rester en F1. Je veux dire, Maldonado est resté 3 ans passés, selon moi, ce qu'il aurait dû rester. On l'adore, Pastor Maldonado, c'est notre héros à tous. Mais il reste que c'est pas en coursant comme ça que tu te fais des amis, que tu vas rester longtemps en F1. Et là, bien, c'est pas fait d'amis aujourd'hui, là, l'Antonio Giovinazzi. C'est vraiment pas fait d'amis du tout. Passé proche d'avoir des incidents. Je suis même surpris en fait qu'il soit pas fait sortir. Souvent, au virage numéro 3, souvent, prenait l'intérieur, sortait, allait clipper l'autre à l'extérieur. Vous n'êtes pas supposé d'aller faire ça, là. Vous si t'as le virage à toi, oui, vas-y, reviens devant, l'autre va te poigner pour ralentir, ok, fine. Mais là, on est côte à côte. Quand on est côte à côte, je veux dire, oui, c'est la responsabilité de la personne qui fait le dépassement à faire le dépassement correctement. Ça, on est 100% d'accord. C'est pas un problème. Par contre, si on est côte à côte, bien, c'est la responsabilité de la personne qui se fait dépasser à laisser un petit gap, un petit espace pour que l'autre personne puisse au moins tenter quelque chose. Et au pire, refermer à l'autre. De toute façon, il n'y a pas 2 lignes dans ce coin-là. Ce qui serait arrivé, c'est qu'il aurait été côte à côte, il aurait refermé par après, l'autre aurait dû ralentir, peut-être même perdre une position parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui le suivait derrière. Hey, donc, au final, cette débâcle-là a fait perdre du temps énormément. Tout ça, il y avait des arrêts anticipés. Je pense à Perez, je pense à Kvyat, justement, qui donc sont restés derrière très longtemps et ils ont perdu beaucoup de temps avec ça. Donc, avec ça, ben, eux autres, ça a fait en sorte que justement, ils n'ont pas été capables d'aller chercher des points. On a été chercher un minuscule point alors qu'on a pu en chercher 2 ou 4. Ça fait la différence. Donc là-dessus, et voilà, on est rendu dans une situation telle quelle où justement, ce genre de pilotage-là qui est pas le meilleur, pilotage hyper défensif, on court dans les miroirs, va falloir faire quelque chose là-dessus. C'est sûr que là, il n'y a pas eu d'avertissement ou quoi que ce soit. Chanceux, très chanceux. Mais bon, dans la ligue de Sim Racing, il aurait été averti plusieurs fois. Donc, faut faire attention parce que les prochaines courses, ça risque d'être très, très, très dommageable. Oui, et petite dernière chose que j'avais oublié, que je voulais mentionner, mais que ça me sortit complètement de la tête. Haas et Grosjean. Encore une fois, on a des problèmes au niveau de la roue avant gauche au puits. Ça n'a pas été le seul, il y a Giovinazzi, j'en parlais il y a quelques instants, mais lui aussi également, il y a eu des problèmes au puits. Donc, assez drôle, mais ça fait 2 années de suite là, que première cause de la saison, on a de la misère avec l'impact, donc le pistolet à pneus qui a de la misère du côté avant gauche. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Je veux dire, on n'avait pas vu ça donc le reste de la saison, ça avait été correct, mais là, ça fait 2 années de suite là, que ça arrive en début de saison comme ça. Je sais pas si on a juste mal les pressions ou quoi, là, mais on a des difficultés de ce côté-là. Va falloir voir qu'est-ce qui se passe. Au moins, c'est pas pire, on n'a pas retourné nécessairement les pilotes vraiment avec l'écrou totalement défait, là, mais il reste que c'est un peu... ça commence à être préoccupant de ce côté de Haas par rapport à ça. Bon, là-dessus, 17 minutes, je pense qu'on peut arrêter ça là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première revue d'une course de 2019 en Formule 1. Évidemment, ma première revue tout court. Là, vous allez me dire, ok, est-ce qu'ils ont fait des revues pour d'autres séries, quoi que ce soit? Je vais vous avoue que non, j'ai pas vraiment le temps. Déjà en partant, je le fais ici. Ça donne que j'avais du temps aujourd'hui. On en profite dans ce cas-là. Par contre, j'ai pas le temps pour toutes les séries. Par contre, c'est quelqu'un qui veut faire pour du NASCAR. Vous savez de qui je parle? On est des collaborateurs à SFTV. C'est ceux qui veulent faire des revues pour le NASCAR, bien voilà, contactez-moi, on peut faire quelque chose. Aucun problème là-dessus. Sinon, bien, si vous avez bien apprécié, bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Également, n'oubliez pas que tous les mercredis, il y a du Sim Racing en direct qui va être diffusé ici. Donc, soit le iRacing Open Wheel Challenge ou le iRacing GT Challenge. Donc, des diffusions en direct de course qui vont se faire sur SFTV à chaque mercredi. En fait, ça fait depuis 1 an, on va se le dire. Mais si vous voulez voir ça, bien voilà, voir la course en direct commentée par moi et Eric Godreau-Drapeau, et bien voilà, joignez-vous à nous tous les mercredis 20h30. Et on va essayer de faire un review par course ici, la course de F1 d'ici la fin de la saison. Évidemment, peut-être faire des petites vidéos mémétiques, tout ça. On s'entend que c'est un classique quand même là. Mais voilà, on va en profiter donc. Abonnez-vous à la page. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, justement, si vous avez apprécié. Si vous avez des opinions divergentes par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas non plus.
Surtout en plus avec mon petit Homer fanboy de Stroll, on sentait que ça risque d'arriver. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été prêt, d'avoir regardé la vidéo. C'est Olivier Turcotte pour SFTV et on se dit à la prochaine. Salut!